Bonjour à tous, bienvenue dans Vie de famille, qui prétend être parent sans prendre position. Bonjour, bienvenue Fatou. Bonjour Ami. Bienvenue dans Vie de famille pour ce numéro sur le harcèlement. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et donner ta profession? Alors bonjour à tous, moi je suis Fatou, je suis conseillère principale d'éducation, j'ai 39 ans. J'exerce cette profession depuis de nombreuses années, 11 ans en tant que conseillère d'éducation et 8 ans en tant que assistante d'éducation. Donc en totalité 20 ans dans l'éducation nationale. Ah oui, ça te fait déjà une belle carrière. Et qu'est-ce qui t'a poussé à travailler dans l'éducation pour le coup? Alors je pense que depuis tout temps, j'ai toujours souhaité travailler dans ce milieu-là. Donc au départ, je souhaitais être professeur des écoles. Et en faisant mes études à l'université, donc j'ai pu occuper un poste d'assistante d'éducation. Et de là, les assistantes d'éducation qui travaillent sous l'autorité du conseiller principal d'éducation ont la chance et travaillent de manière étroite avec le CPE. Et c'est à partir de là que j'ai appris à connaître davantage le rôle et les missions du CPE. Et je me suis dit que, au vu de mon caractère assez dynamique, assez fort, qui aime prendre des décisions, qui aime orienter, etc., je me suis dit que ça pouvait être un travail qui pouvait aller justement avec mon tempérament et ma personnalité. En tout cas, un travail qui m'irait très bien, et c'est ce que j'observe aujourd'hui depuis 11 ans. Eh ben super, du coup ça tombe bien parce que tu disais donc que tu travaillais dans un collège et le sujet du jour c'est le harcèlement. Du coup ma première question pour toi Fatou, ça serait est-ce que tu peux nous donner une définition du harcèlement? Qu'est-ce que le harcèlement pour toi? Alors le harcèlement il s'explique très facilement à partir d'indicateurs. Le premier est que c'est une violence. C'est une violence qui est exercée d'un individu à un autre. Donc il y a le harceleur et la personne qui est harcelée. Ensuite, il y a un autre indicateur qui est la temporalité. C'est-à-dire, on est dans une situation de harcèlement à partir du moment où les choses se font dans la durée. Donc, faire preuve de violence vis-à-vis de quelqu'un de manière spontanée n'est pas du harcèlement. Mais si c'est dans la répétition, c'est-à-dire un peu tous les jours, de venir enquiquiner quelqu'un, de venir lui donner un surnom, de l'humilier en public, de le frapper ou de lui mettre un petit coup derrière la tête, des brimades, etc. Quand on le fait sur la durée, c'est-à-dire sur plusieurs mois, et que les choses se font en répétition, là on est dans une situation aussi de harcèlement. Et enfin, je dirais que ce qui fait que nous sommes également dans une situation de harcèlement, c'est la dynamique qui est autour. La personne qui harcèle, elle a besoin d'un public. Parce qu'en général, elle a besoin d'être reconnue, d'être vue, notamment par ses pairs. Et donc, s'il n'y a personne, s'il n'y a pas de public, nous ne sommes pas dans une situation de harcèlement, nous sommes dans une situation d'agression. Donc on vient taper quelqu'un. Ce qui fait le harcèlement, c'est le fait que l'agresseur soit vu par les autres. Donc les autres qui sont des témoins passifs. Donc les témoins passifs, c'est ceux qui regardent mais qui n'agissent pas, soit parce qu'ils ont peur des représailles, soit parce qu'ils ont peur que le harcèlement se retourne contre eux, ou les témoins actifs, ceux qui vont engrainer, ceux qui vont pousser le harceleur à continuer, ceux qui vont le valoriser, l'encourager à faire du mal à la victime. Donc, ces trois éléments dans une situation de harcèlement sont obligatoires. Et c'est pour ça qu'on parlera de dynamique. Le harcèlement est une dynamique. Il faut des témoins passifs, des témoins actifs, le harceleur et la personne qui est harcelée. Et donc là, j'ai pu définir rapidement les différentes formes que peut être le harcèlement. Donc ça peut être du racket, c'est une violence physique, verbale, ça peut être une violence psychologique, ça peut être une violence sociale, ça peut être une violence sexuelle. Donc ça reste une violence qui est exercée sur un individu par le groupe. La notion de groupe est très importante dans une situation de harcèlement.
Eh ben là, tu l'as vraiment bien défini puisque tu viens même de répondre à ma question d'après. C'était justement quels sont les signes, mais du coup, tu les as donnés. Donc ça veut dire que, en gros, si moi, mon enfant, il est malmené par un autre élève, mais qu'il n'y a pas il y a pas de spectateur, en fait, il est pas harcelé, il est agressé. Voilà, c'est une agression et on parlera d'un conflit entre deux élèves. Même On si peut, ça se fait à répétition. même si ça se fait à répétition, en fait, le fait, ça peut être à répétition. C'est-à-dire que un enfant embête un autre enfant, etc. Là, on est dans un rapport, on va dire, parce que dans le harcèlement, il y a quand même la relation du dominant et dominé. C'est peut-être ça qui ferait la différence et je te remercie d'arriver à cette question-là parce qu'effectivement, c'est ça qu'il faut détailler. Dans la situation de harcèlement, il y a une relation de dominant et de dominé. Ça veut dire que le harceleur va toujours choisir sa victime parmi les personnes les plus faibles, les plus fragiles. Quelqu'un qui ne va pas riposter, quelqu'un qui ne va pas répondre. Et ça, c'est fait exprès pour que le harcèlement dure. Et à la fois, comme je pouvais le dire tout à l'heure, le harceleur, il a besoin d'être regardé. Donc parfois, on remarque que ce sont des élèves qui ne brillent pas par leurs résultats scolaires, donc ils sont mal vus par les enseignants, donc selon leur interprétation. Donc à partir du moment où ils ne parviennent pas en étant, admettons, à l'école ou à la maison, d'être l'enfant que l'on va regarder parce qu'il est très intelligent, parce qu'il est très gentil, parce qu'il est très serviable, parce que c'est le meilleur finalement du groupe, bah, il va chercher à briller autrement. Et en l'occurrence, à l'école, s'il ne brille pas par ses résultats scolaires, donc l'objectif des élèves, hein, il va tenter de briller autrement et donc de briller devant ses pairs. Donc, plus s'il va chercher un individu qui a la même force que lui, forcément, les choses vont s'arrêter à un moment donné puisqu'on est à forces égales. Donc, l'un gagnera un jour, l'autre gagnera l'autre jour, mais à un moment donné, à forces égales, ça s'arrête. Mais quand on va chercher une victime qui est beaucoup plus faible et de manière clairement volontaire, consciente, on va chercher quelqu'un de plus faible, c'est pour permettre au harcèlement de continuer. Même si l'individu se dit je suis le plus fort. En fait, il cherche à montrer aux autres qu'il est fort. Mais est-ce être fort que de s'en prendre à quelqu'un de fragile? Point d'interrogation. On ne rentrera pas dans ce genre. Non, non, c'est vrai ce que tu viens de dire. Du coup, tu viens de donner quand même quelques indications, mais la question qu'on peut se poser en tant que parent, quand on a l'impression, ou quand c'est réel en tout cas, que notre enfant est harcelé, c'est on se dit mais pourquoi lui quoi? Il y a un profil type, est-ce que l'auteur a en tête l'idée d'un profil d'enfant qui sera plus harcelé qu'un autre? Parce que souvent on se dit mais pourquoi mon enfant? Enfin, et du coup, tu as répondu un petit peu en disant que de toute façon, il va aller chercher un profil d'enfant qui va pas forcément riposter. Mais est-ce qu'il y a une victime, il y a une typologie? Enfin, comment ils choisissent leur on pourrait dire qu'en général, ce sont des élèves ou de bons élèves, introvertis, des élèves qui se mettent déjà à l'écart des groupes ou des élèves qui, en général, on sait que les élèves ont l'habitude, entre guillemets, de se chambrer. Et parmi ces élèves, on repère rapidement ceux qui n'ont pas de répartie, ceux qui ne vont pas répondre, ceux qui ne vont rien dire, ceux qui vont sourire. Bon, on parlera pas véritablement de sourire, mais qui riront jaune, mais qui feront semblant de participer à cette blague pour ne pas être vus de manière différente. En fait. Donc en fait, ils sont général, un petit peu avant. Voilà. De toute façon, il y a tout un système qui se met en place pour repérer un petit peu la victime idéale, j'ai envie de dire. Hein. Et du coup, il y a autre chose, Fatou, sur lequel j'aurais voulu échanger avec toi, c'est est-ce que aujourd'hui, quand on a un enfant qui, d'après nous, ou en tout cas d'après ses dires, nous semble être victime d'harcèlement, quels sont
les moyens qu'on a, nous, en tant que parents, pour les déceler. Parce que souvent, quand on l'apprend, c'est déjà trop tard. L'enfant est harcelé depuis un moment déjà. Mais quels sont les signes qui peuvent nous alerter, nous, en tant que parents, sur un éventuellement harcèlement ou agression? Mais là, on parle de harcèlement que pourrait subir notre enfant. Mm. Alors moi, ce que j'ai à dire dans un premier temps, c'est que à ce niveau-là, les parents ne doivent pas se culpabiliser de ne pas avoir vu ou de ne pas savoir. On va dire que la pression sociale, tant chez les adultes que chez les jeunes, est tellement forte qu'un enfant, et notamment lorsqu'il rentre dans le premier cycle du secondaire, parce que c'est là que les enjeux sont peut-être plus importants, parce que l'enfant se construit, il cherche une identité, une référence, Ouais, etc. tout à fait, ouais. Et que à ce niveau-là, on commence déjà, bon, quoique, ces dernières années, on remarque que sur les années de CM2, CM1, on a des élèves qui sont beaucoup plus durs que des collégiens sur la question du harcèlement. Et Oui, encore, oui. eux, on dirait qu'ils maîtrisent un peu moins. Mais tout simplement, les parents très souvent culpabilisent parce que n'étaient pas informés, parce que c'est parfois l'établissement. Hein. Nous, les indicateurs qu'on a au sein des établissements, c'est par rapport à l'attitude habituelle du gamin. Donc on est dans une situation de suivi avec les élèves, donc suivi de l'absentéisme. Quand on voit un élève qui était tout le temps là, qui travaillait très bien, on voit une chute des résultats qui est assez importante. Quand on voit qu'il y a de plus en plus d'absences, que quand l'élève est dans l'établissement, très souvent il demande à aller à l'infirmerie. Quand dans la cour de récréation, il est dans un coin et fait en sorte de vouloir disparaître, quoi, se mettre dans des coins, pas à la vue de tous, etc. En fait, je dirais que là où les parents n'ont pas à s'inquiéter là-dessus, en tout cas ne pas se culpabiliser là-dessus, c'est que même dans un établissement scolaire, il faut plusieurs acteurs, c'est-à-dire l'infirmière, les assistants d'éducation qui sont dans la cour de récréation, l'infirmière qui accueille les élèves sur l'infirmerie, le CPE qui a la gestion de l'assiduité et de la ponctualité. C'est plusieurs acteurs, le professeur principal à qui certains élèves vont aller se confier, ou voilà, c'est plusieurs acteurs qui vont faire un lien et qui vont établir ce diagnostic. Maintenant, les parents, ce qu'ils peuvent vérifier à la maison, c'est les prétextes que va sortir l'enfant quand il voudra pas aller à l'école. Si ça arrive un peu trop souvent, s'il a un peu trop souvent mal au ventre, s'il se renferme, si on constate qu'il n'est pas très heureux, etc. Et ça, ces choses-là, je dirais qu'elles se construisent bien avant ces mauvaises situations et dans plusieurs situations. Ce qui est important, c'est la relation que les parents construisent avec leur enfant. Est-ce qu'on parle beaucoup à la maison? Est-ce qu'on a l'habitude d'échanger? Est-ce qu'on fait des choses ensemble? Est-ce qu'on a créé un lien? Est-ce qu'on prend le temps de demander à son enfant comment s'est passée sa journée? Et il faut que la relation, elle soit suffisamment forte pour que l'enfant aussi puisse se sentir en confiance. On a des enfants qui vont aller à l'école, qui vont avoir plus peur des adultes de l'établissement que de leurs propres parents. On a le schéma totalement inverse, où un enfant, dès qu'il lui arrive quelque chose, il court à la maison, la première des choses, c'est d'en parler à ses parents. Oui, tout à fait. Donc la relation de confiance entre enfants et parents, elle est importante et elle se construit dans le dialogue et surtout dans le dialogue. Donc si ça existe au départ, en général, on n'en arrive pas à du harcèlement. D'accord. Merci pour ces indications, Fatou, parce que c'est vrai que nous, en tant que parents, on essaye d'être vigilants, mais des fois, on ne voit pas forcément les signes parce qu'on ne sait pas forcément où regarder. Ou bien on va se poser des questions. Alors une question qui revient souvent en tant que parent, c'est quand on voit notre enfant qui est pas bien, bah alors tu t'es disputé avec un copain, une copine, mais on est souvent dans cette dimension du harcèlement, c'est rare. Et en même temps, malgré le fait que ça soit un sujet qui reste assez tabou en France, parce que le harcèlement scolaire, on commence à en entendre parler parce qu'il y a eu pas mal d'événements ces dernières années avec des suicides d'enfants, ce qui a remis un petit peu le sujet au
au cœur de cette difficulté et de ce fléau. Alors que ça a toujours existé. Ça a toujours existé, mais disons que ces dernières années, il y a des éléments, avec tout ce qui se passe, l'internet, ça va beaucoup plus vite l'information, et c'est vrai que on est beaucoup plus informé, beaucoup plus au fait de situations d'enfants qui ont pu faire des tentatives de suicide ou se suicider, et du coup, c'est vrai qu'il y a une attention particulière. Mais malgré le fait que ça soit un sujet tabou, je pense que dans les établissements, il y a aussi le fait que en tant que parent, quand on ne sait pas exactement quels sont les indicateurs qui font qu'on est dans le harcèlement, on peut avoir tendance à venir vous voir en disant mon enfant il est harcelé, un professeur qui va mal noter, d'après nous en tout cas, qui va noter trop sévèrement ou qui va mettre trop souvent des heures de colle, des croix, on a vite fait de dire mais il harcèle mon enfant. Après tout à l'heure tu as fait la différence entre l'agression et le harcèlement, donc je vais pas revenir dessus, mais du coup d'après toi, qu'est-ce qui fait que ça reste quand même un sujet tabou pour les enfants qui en sont réellement victimes, eux? Pourquoi est-ce que ça reste un tabou? C'est justement par rapport au groupe. C'est le groupe qui est gênant, et finalement c'est le groupe qui est dominant. Parce qu'une personne toute seule qui viendrait vous chercher des noises, donc elle va venir une fois, deux fois, la troisième fois, au bout d'un moment, vous commencez à en avoir marre, vous ripostez. Mais vous ripostez pas quand il s'agit d'une personne qui est connue, vous ripostez pas quand il s'agit de quelqu'un qui a des grands frères et qui est connu dans l'établissement, vous réagissez pas quand c'est quelqu'un qui a apprécié de nombreux élèves, vous réagissez pas parce que vous vous dites si je réagis, moi je sais pas trop répondre, vous réagissez pas parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous réagissez pas parce que vous avez peur de vous faire taper. Là, ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des paroles. Ce ne sont que des insultes. Donc, en fait, l'absence de réaction, c'est d'une part l'idée du groupe, et ce que le groupe véhicule aujourd'hui, c'est où on fait partie du groupe, où on fait partie de rien. Et faire partie de rien, c'est se retrouver isolé, et faire partie de rien, on est déjà dans la violence avec l'isolement. C'est se retrouver rejeté, c'est perdre confiance en soi, perdre l'estime qu'on a de soi, et se dire tout simplement, si les gens me mettent de côté, c'est que j'en vaux pas la peine, c'est que je suis pas quelqu'un de bien, c'est que je ne suis pas, je ne mérite pas l'attention des autres, et finalement je ne vaux rien. Et petit à petit, justement, il y a cette estime de soi qui est piétinée, et au final, c'est pour ça qu'on en arrive très souvent à un repli de l'élève, c'est-à-dire qu'au début, il est rejeté, il est isolé, ensuite il se replie, il reste à son domicile, il ne veut plus aller à l'école, et petit à petit, il se renferme, et puis on finit par des situations de suicide, effectivement. Mais il y a cette idée de groupe aussi, et le regard que porte la victime sur elle-même. Non, clairement. De toute façon, je pense que tu as tout dit. Finalement, il y a une grande partie qui nous incombe en tant que parents et les professionnels qui entourent l'enfant, de travail sur l'estime de soi. Parce que c'est un mot, on y met tout et n'importe quoi derrière, mais on se rend compte finalement que souvent, quand l'enfant est bien dans ses baskets, c'est quand même plus facile de réagir. Et même en tant qu'adulte, quand on est face à un groupe qui se moque, ça peut arriver au boulot, dans la rue, n'importe où maintenant, avec les incivilités qu'on voit, c'est compliqué de se positionner. Donc pour les enfants, ça l'est encore plus. Et j'avais une question également, Fatou, pour savoir, aujourd'hui, ça fait des années maintenant, mais on est dans ce phénomène du cyberharcèlement. Qu'est-ce qui différencie finalement le harcèlement classique, celui que tu vas pouvoir rencontrer dans les couloirs de ton collège, et le cyberharcèlement, qui vous revient aussi parce que finalement, ce qui se passe sur la toile, souvent après les élèves le règlent au collège. Donc, qu'est-ce que tu peux dire? Quelle nuance en fait entre les deux? En tout cas, je suis très contente que tu poses cette question parce que tout à l'heure, je t'entendais parler justement du fait que le harcèlement c'était un sujet tabou avant. Je dirais pas tant que ça que c'est vrai que l'idée du groupe, même nous en tant qu'adultes au travail, quand je dis qu'il y a une dynamique de groupe, c'est que effectivement au travail on se dit parfois c'est le patron qui va harceler son employé, il va la harceler sexuellement, mais il y a forcément des gens qui voient, il y a forcément des gens qui doutent, il y a forcément des gens qui entendent.
Sauf que les gens, ils préfèrent être des témoins passifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre leur travail, parce qu'ils ont, voilà, ils ont d'autres enjeux qui sont beaucoup plus importants que la santé ou la sécurité d'une collègue. Ils ont des crédits à payer, donc ils peuvent pas se permettre de perdre leur boulot, etc. Maintenant, moi, je dirais que ce qui fait qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins tabou, c'est que effectivement il y a l'outil informatique, comme tu le disais si bien, et c'est aussi pour ça que il est encore plus dangereux, le harcèlement. Parce qu'avant, quand on était harcelé, donc là je prends le cas de l'école, quand on était harcelé à l'école ou admettons au boulot, le harcèlement vous le viviez dans un espace précis. Et à partir du moment où vous quittiez cet espace, il n'était plus question de harcèlement. Là, ce qui est dangereux et ce qui est beaucoup plus grave, je dirais, avec le cyberharcèlement, c'est que là, même en quittant l'espace, même en quittant la personne, c'est-à-dire qui vous harcèle, ben, vous vous retrouvez à l'extérieur avec cette personne qui vous harcèle, mais de manière virtuelle. Elle n'est pas là, mais elle est là. Vous rentrez chez vous, même dans votre domicile, elle arrive à violer votre espace privé par le biais des réseaux sociaux. Vous allez vous connecter sur un réseau social, elle sera là, elle aura pris votre image, elle vous aura pris en photo, avec des insultes, elle aura transformé votre visage. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, à partir de là, le harcèlement est 24 heures sur 24. Une autre ampleur, oui. Ça devient vraiment l'ombre de l'enfant. Exactement. Et voilà, il prend une autre ampleur parce qu'il mue d'espace en espace. Mais surtout qu'à n'importe quelle heure, vous pouvez être harcelé. C'est-à-dire que vous sortez dans la rue, une personne qui ne vous connaît pas peut vous reconnaître via les réseaux sociaux et commencer à vous regarder de manière étrange, non, commencer à vous insulter de loin. Voilà, une rumeur, c'est également un phénomène de harcèlement. Le fait de faire courir une rumeur sur quelqu'un, et d'autant plus qu'elle est fausse, c'est-à-dire que une gamine qu'on aurait insultée de pute, disons le mot, on met sa photo sur les réseaux sociaux et chaque personne qui va la voir va pas chercher à savoir si effectivement elle est pute ou elle n'est pas pute. Elle est considérée comme une pute sur la toile, c'est légitimé et voilà. Donc même en sortant de chez elle, même devant des inconnus, le harcèlement continue. Non, c'est un réel fléau. Et du coup, ce qui m'amène à la question suivante. Quelles sont les démarches à suivre si notre enfant est victime de harcèlement? Si on arrive à mettre le doigt, à identifier cette situation de harcèlement, que ça soit à l'établissement ou à la maison, mais une fois que c'est là, une fois qu'on sait que c'est là, et que notre enfant est victime de ce harcèlement, quelles sont les démarches à suivre en tant que parent? On imagine bien qu'il y a le suivi psychologique qui va se mettre en place, d'accord. On peut aller porter plainte, ça c'est courant aussi, mais quels sont est-ce qu'il existe des associations? Est-ce qu'au sein de l'établissement, il y a des choses qui sont prévues pour accompagner ces enfants-là? Qu'est-ce qu'on en fait en tant que parent une fois que c'est là? Parce que le premier réflexe, ça serait de plus mettre son enfant à l'école. Effectivement, de dire, tant que mon enfant il n'est pas en sécurité, moi je le mets plus à l'école, mais ça résout pas le problème. Et du coup, ça peut être compliqué. Donc, j'aimerais bien que tu nous donnes un petit peu les démarches à suivre si notre enfant est victime de harcèlement. Alors, je vais essayer d'aller brièvement parce que, encore une fois, c'est des sujets où on peut s'étendre. Donc, effectivement, le suivi psychologique, il est essentiel. Le suivi psy, au départ, le psy, ce qu'il va chercher à savoir, c'est de savoir depuis combien de temps ça dure. Parce qu'en fonction de la fréquence et en fonction de la durée, les séquelles, elles peuvent être graves ou plus légères. Elles restent graves quand même. Oui. Elles peuvent être très très graves ou moins graves, on va dire. On part de là. Donc, on parle d'un suivi psy. Ce suivi psy, on en parle pour la victime, mais il faut aussi en parler pour la personne qui harcèle. Parce que la personne qui harcèle, si elle le fait, comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'elle cherche une reconnaissance quelque part. Et chercher une reconnaissance, c'est d'avoir avant tout des carences. Quand on cherche, on a besoin du regard de l'autre, c'est parce qu'on estime qu'on n'est pas assez vu. Ou on estime ne pas être important. Donc il y a aussi, pour la personne qui harcèle, un souci d'estime de soi, qui a besoin justement d'être restauré au travers une violence qui va procurer justement le fait de gagner en estime de soi.
Donc en fait, le suivi psy, moi je tiens à le préciser, il se fait pour les deux. C'est-à-dire et pour la personne qui est harcelée et pour la personne qui harcèle. Donc bien évidemment, il faudra que l'élève qui a harcelé soit sanctionné parce qu'il a besoin aussi de comprendre que ce qu'il a fait est c'est répréhensible, hein, tout simplement. C'est juste répréhensible d'une part et que c'est quelque chose de grave et qu'il a blessé quelqu'un. Donc dans son intérêt et de manière éducative aussi, puisque la sanction est éducative, faire comprendre à cet enfant qu'il a dépassé des limites, qu'il a été loin, qu'il a été grave, donc qu'il a été très très loin, plutôt que ce qu'il a fait était extrêmement grave. Donc le sanctionner, c'est aussi lui faire comprendre que c'est juste inacceptable et que ça peut aller très loin et qu'en tant qu'adulte, c'est quelqu'un qui peut terminer derrière les barreaux et pour de longues peines. Et à la fois, il faut réparer, se réparer et réparer l'autre dans l'idéal. Exactement. Et donc, du coup, il faut également sanctionner pour la personne qui est harcelée, parce que comme elle n'a pas d'estime d'elle-même, elle peut se dire que ce qui lui est arrivé est mérité. Donc, c'est là qu'il faudra travailler, c'est-à-dire que cette personne, elle aura besoin d'être réhabilitée, restaurée. Et la personne qui t'a fait du mal est punie parce qu'elle t'a fait du mal et tout le monde sait qu'elle t'a fait du mal. Donc, en aucun cas, tu n'es responsable, en aucun cas, tu n'as mérité ça. Donc, sanctionner, c'est aussi pour ça. Donc, autant le suivi psy, c'est pour les deux, autant la sanction est également pour les deux. Et après, ce qui est conseillé aux familles, c'est de se rapprocher effectivement de l'établissement et d'en parler. Et surtout ne pas venir avec un esprit de revanche, d'énervement, d'agacement, ou parce que en général, les situations de harcèlement, elles commencent pas forcément dans les établissements scolaire, oui, ça peut commencer à l'extérieur, ça peut commencer dans un club de sport, ça peut commencer sur la toile aujourd'hui, sur les réseaux. Ça peut commencer sur la toile, ça commence partout. Donc déjà, les parents qui se disent je vais aller dans l'établissement et je vais aller demander des comptes, déjà les comptes ils sont pas demandés à l'établissement. Parce que un parent qui prend ses responsabilités, c'est un parent qui sait aussi aller au commissariat. Et qui n'attend pas simplement que tout se passe à l'école. C'est pas parce que les deux élèves fréquentent le même établissement que c'est à l'établissement de régler le problème. Surtout quand ça n'a pas commencé, parce que on peut avoir des situations où un conflit a débuté à l'école primaire et l'élève arrive au collège et là il faut gérer une situation qui dure depuis 5 ans. Et en même temps, Fatou, c'est compliqué parce que en tant que parent, alors oui, il y a le fait de prendre sa responsabilité, de porter plainte, d'assurer le suivi, de se rapprocher des associations d'aide aux victimes. Et en même temps, on a besoin quelque part de se rassurer. Et puis la première émotion, c'est la colère, la première émotion qui nous traverse, hein, clairement, quand son enfant est touché. Et du coup, quand on va dans l'établissement scolaire, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est d'avoir des réponses à nos questions et juste d'être rassuré sur le fait que les choses vont être prises en main. Et en même temps, quand son enfant est victime comme ça, on a besoin nous-mêmes en tant qu'adultes, la plupart du temps, de trouver un responsable. Alors le responsable, là en l'occurrence dans le harcèlement scolaire, c'est un autre enfant, donc ça ne nous convient pas. Il faut un responsable adulte sur qui nous on peut s'en prendre. Et là, ça va être l'institution, ça va être vous parce que vous passez énormément de temps avec, parce que ça s'est passé chez vous, alors que effectivement on n'a pas forcément le regard que les choses puissent se passer en dehors de l'établissement et se régler sur l'établissement, mais en tant que parent, il nous faut un coupable. Et c'est vrai que le message que tu donnes, il est très intéressant pour clôturer quasiment ce podcast, c'est que prendre ses responsabilités, c'est aussi accepter que on l'ait pas vu nous en tant que parents et que d'autres adultes non plus aient pu ne pas le voir. Par contre, on a besoin en tant que parents de s'assurer que quand on dépose notre enfant, il est en sécurité et qu'une fois que ça va être dit, parce que souvent, on a des situations où les enfants sont victimes de harcèlement et ça peut être banalisé. Ça peut être banalisé, pas parce que le harcèlement lui-même est banal, mais parce qu'on va dire, mais non, c'est pas du harcèlement, alors que l'enquête prouvera plus tard que c'en était et nous les parents c'est de ça qu'on a peur, c'est qu'on se dit le collège fait des douanes, clairement il veut pas prendre ses responsabilités, moi en tant que parent j'en suis persuadée et des fois le dialogue il est rompu parce que nous on a une conviction et
vous, en tant que professionnel, vous avez besoin aussi d'enquêter, de vérifier, de croiser les regards. On n'est pas dans la même temporalité. Et pour autant, je pense que le message de la fin, il doit être que pour que nos enfants puissent s'en sortir, il faut qu'on fasse corps. Tous les adultes qui sont autour de l'enfant. Ensemble. C'est la base. Malgré la colère, malgré la souffrance, c'est là. Maintenant, comment on accompagne nos enfants Et déjà, c'est comment vous accompagnez en tant que parents vos enfants et comment nous, on les accompagne. Et effectivement, ça, c'est la base de cette co-éducation. C'est les parents et les professionnels de l'éducation travaillent ensemble. Si on travaille l'un contre l'autre, ça n'ira jamais. Et à la limite, la pire des choses peut arriver, c'est que l'enfant s'engouffre dans cette brèche qu'on aura tous les deux mais c'est vrai que tu vois. C'est vrai que parce moi que j'ai d'un côté, comme tu le disais, tu le disais tout à l'heure, nous on aimerait bien, moi je le disais en tant que professionnel, de dire que les parents, ils arrivent tout de suite, je veux en découdre avec les gens de l'établissement parce qu'il faut que je trouve un coupable. Donc d'un côté on a ça, et puis parfois, et là où je suis aussi d'accord, parce que faut que chacun prenne ses responsabilités là-dessus, c'est-à-dire que parfois, toi, vous en tant que parent, vous estimez, et à juste titre, que mais non, mais c'est qu'une querelle entre deux élèves, c'est pas si grave que ça. Moi je le dis clairement, parce que j'ai été dans des situations où il y avait un conflit entre deux élèves qui durait depuis des années, et quand je dis des années, c'est quand je les ai eus en sixième que le problème a fini par être résolu, parce que à l'école primaire, ils n'avaient pas pris le soin de vraiment gratter et de savoir quel était le problème. Donc on s'est quand même retrouvé deux élèves dans la même classe, alors qu'il y a des choses à faire quand il y a ce genre de conflit, pas mettre les élèves dans la même classe, assurer une vigilance effective, faire en sorte de protéger et de rassurer la victime. Il y a des choses à mettre en place. Mais encore une fois, le problème, c'est que les parents d'un côté se disent les professionnels n'écoutent pas forcément ce qu'on dit, ils nous croient pas, alors qu'on sait très bien qu'ils n'arrivent pas à nous croire, ils nous croient pas, parce qu'on sait très bien ce qui se passe, on voit comment les choses se passent. Et de l'autre côté, on a trop de parents aussi qui viennent dans des réclamations à dire oui, mon enfant il lui est arrivé ci, mon enfant il lui est arrivé ça. Moi, combien de fois j'ai dû dire à des parents qui m'appellent, ah mais vous allez voir, il y a la mère d'une autre, parce que il y a aussi des groupes de parents qui se connaissent. Vous allez voir, il y a d'autres mamans qui vont vous appeler pour vous dire que cet élève, il est comme ci, il est comme ça, etc. Ils vous racontent tout ce genre de choses. Mais après, quand ça se termine au commissariat, vous avez des parents qui vous appellent, oui, moi je comprends pas pourquoi mon nom est au commissariat. Et madame, voyez avec votre amie, c'est elle qui vous a mis dans cette histoire, vous avez apporté un témoignage, maintenant il faut assumer. Non, c'est sûr. Donc, après, c'est vrai que, là n'est pas le sujet, on va pas débattre là-dessus, mais en tant que parent, par moment, c'est difficile quand même de porter la parole, la responsabilité auprès des établissements. On n'a pas tous les mêmes histoires on n'a pas le même rapport avec l'école, et c'est vrai quand même que dans l'éducation nationale, par moment, on peut être pris de haut et ça facilite pas le dialogue. Et en même temps, nous aussi, en tant que parents, comme je disais tout à l'heure, des fois, on arrive, on est déjà braqué et ça facilite pas le dialogue non plus. Donc, on sait en tout cas dans ce sujet-là que si c'est identifié que notre enfant est victime, ce qu'il va falloir c'est communiquer énormément et que notre meilleur allié reste tous les adultes qui sont dans la co-éducation avec nous autour de notre enfant pour avancer. Fatou, j'ai envie de te dire que c'est un sujet un peu important, un sujet qui te tient à cœur. Je sais que pour le petit mot de la fin, vous mettez en place des sensibilisations sur votre établissement scolaire. Où est-ce qu'on peut trouver ces renseignements? Alors, très clairement, chacun est maître des actions qu'il peut mener au sein de son établissement. Mais effectivement, comme tu le dis, lutter contre le harcèlement, c'est aussi faire de la prévention. Donc faire en sorte que ça n'arrive pas. Et faire en sorte que ça n'arrive pas, c'est de mettre les élèves face justement à cette problématique et d'essayer de leur donner le maximum d'informations sur cette problématique. Parce que bien souvent, ils sont dans des situations de harcèlement, mais sans s'en rendre compte. Pour eux, à partir du moment où ils n'ont pas participé activement, ils ne font pas partie de la situation de harcèlement, alors que si. Donc, vous avez sur Internet, notamment sur les sites du ministère.gouv, EduScol et compagnie,
vous avez des associations pour la question du harcèlement. Vous tapez juste harcèlement et vous allez avoir plusieurs ressources. Donc ça peut être des ouvrages, ça peut être des associations, ça peut être des intervenants qui pourraient éventuellement se présenter dans les établissements scolaires ou ailleurs, dans le cadre de centres de loisirs, etc., pour faire de la prévention. Vous avez aussi tout ce qui est des compagnies qui proposent à des adultes justement aussi des pièces de théâtre. Donc moi j'en ai assisté à une alors que en tant que personnel, pas en tant que professionnel, sur Aulnay, dans le collège Pablo Neruda. Et ce qui était dommage, c'est que c'était les parents qui étaient invités. Et l'idée, ils avaient fait intervenir une compagnie théâtrale sur la question de l'adolescence et la relation avec les parents. Donc, ce qu'ils pouvaient voir, la manière dont ils se faisaient manipuler par leurs enfants, etc. Parce qu'on a aussi cette question-là qui pose problème, c'est que les parents pensent connaître leur enfant sur le bout des doigts. Alors que l'enfant, quand il est à l'école, il est une autre individualité aussi, en dépit des valeurs que ses parents lui ont transmises. Il y a là tout un autre sujet. Là, c'est encore un autre sujet. Ouais, mais il y a quoi dire, parce qu'il y a vraiment plein de sujets, de toute façon. Ouais. Mais c'est pour ça que, comme tu le dis, effectivement, il y a de la prévention. Aujourd'hui, on a envie, parce qu'on dit, c'est vrai que c'était un sujet tabou. Aujourd'hui, je dirais plus. On s'en est saisi, on s'en est emparé par la presse, etc. Et même aussi sur des ouvrages. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus qu'avant. Quand je disais tabou, c'est vraiment, c'est quand c'est son propre enfant qui est victime ou harceleur que les tabous se mettent en place, en général. Écoute, Fatou, je te remercie d'avoir participé à cet épisode. Moi, je te remercie. Et puis, je te dis à bientôt. Merci encore. Vous trouverez en description. Plaisir. Je mettrai en description toutes les infos que tu as données sur les liens utiles. D'accord. Merci. Vite famille, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et de liker la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux. À bientôt. Et n'oubliez pas, qui prétend être parent sans prendre position. Ciao.